Bonjour, maître Roland Sanviti. Bonjour Stéphanie. Oui, absolument. On s'appelle Roland, c'est plus simple. Oui, ou maître. D'accord? Non, D'accord. Roland. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes, entre autres choses, avocat à la Cour d'appel de Paris. Votre combat, depuis longtemps, c'est de combattre le mensonge ou œuvrer pour la vérité, et essentiellement sur le plan institutionnel, qui est C'est votre ça, outil principal. tout à fait. L'un de vos dadas, c'est la réforme de l'institution judiciaire. Tout à fait. Mhm. Vous intéressez à beaucoup de sujets qui pourraient mettre de l'ordre dans la société, dans nos vies, pour le bien commun, à savoir le trafic de drogue, la mafia, le narcotrafic, la question de la démocratie directe et la souveraineté du peuple, l'oligopole financier, voilà, ces grandes pieuvres financières qui font de l'ombre sur nos vies. Vous êtes fondateur d'un site très très intéressant qui s'appelle justice et démocratie.fr. Tout à fait. Voilà. Et vous voudriez peut-être commencer par le commencement, puisque nous allons être amenés à nous revoir. Tout ça prend racine très loin dans l'histoire de l'humanité. Vous m'avez parlé de codification. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Alors, effectivement, à chaque fois qu'on doit intervenir sur ces sujets, l'intérêt, c'est de rendre accessible aux communs des mortels, aux Français, n'est-ce pas, ce qui leur est dissimulé, occulté, de façon à ce qu'ils établissent la relation de cause à effet entre des événements, vous évoquiez à l'instant la finance, le narcotrafic, et leur vie quotidienne. Je crois que c'est l'intérêt, c'est essentiel, c'est d'établir cette relation de cause à effet. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis l'histoire de l'humanité, les femmes, les hommes ont eu besoin, encore une fois, pour cohabiter, ont eu besoin de mettre en place des règles, n'est-ce pas ? Et à force, lorsqu'on évoque ces sujets, j'ai apporté, vous avez vu tout à l'heure les ouvrages qui sont sur cette table, où tout a été écrit, hein, on ne va rien inventer, tout ce que je vais dire, tout est écrit, donc là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Et en vue de l'intervention d'aujourd'hui, puisque c'est un petit peu la première fois qu'on l'aborde sur le plan historique, n'est-ce pas, en revenant à une forme de genèse. Une forme de genèse, et on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais en 2010, avec mon confrère et ami Laurent Inker, décédé au mois de mai 2024, il était avocat à Strasbourg et à Paris, nous avons créé le prix Giovanni Falcone. Le prix Giovanni Falcone a été créé pourquoi ? Tout simplement parce que, travaillant sur la réforme de l'institution judiciaire, il fallait prendre en considération des réformes institutionnelles qui intègrent deux paramètres qui sont fondamentaux depuis l'histoire de l'humanité. Et j'évoque Laurent, grâce à Laurent Inker, nous étions en relation avec le sénateur-maire de Strasbourg. Nous avons décerné le prix Falcone pour la première fois à Roberto Saviano devant le Conseil de l'Europe. Et nous avons participé à un colloque, Laurent et moi, que j'ai sous les yeux. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Nous avions intitulé ce colloque « La justice face au pouvoir invisible ». Je vais en faire un tout petit peu la lecture. À toutes les époques, ce pouvoir a eu pour finalité des privilèges et un enrichissement, c'est-à-dire un pouvoir, acquérir le pouvoir. Et les moyens d'action, vous pouvez passer, et ça n'a pas changé depuis l'histoire de l'humanité, les moyens d'action ont été, bien sûr, l'assassinat, assassiner les personnes qui vous gênent et qui vous empêchent de prendre ou de maintenir ou de conserver ce pouvoir, et la guerre. La guerre, lorsque vous arrivez à entraîner un peuple à côté de vous, à vos côtés, pour s'engager dans une conquête du pouvoir. Et en période de paix, et là on va arriver au sujet qui nous intéresse, en période de paix apparente, je dis bien apparente, vous avez effectivement une quête pour le pouvoir. En général, bien entendu, ce sont des hommes la plupart du temps, mais on l'a vu que l'histoire de l'humanité
On l'a vu avec Cléopâtre, on l'a vu avec Marie Stuart, on l'a vu à toutes les époques médicistes. Les femmes ont joué un très très grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Et à la limite, je crois que si on veut sortir des sujets un peu difficiles et plus amusants, il faut relire ou lire l'histoire d'amour de l'histoire de France de Guy Breton, à savoir le rôle des femmes dans l'ombre qui ont pesé sur le sort de l'humanité et sur les décisions des princes, des monarques et des empereurs. Et l'intérêt de la justice face au pouvoir invisible, on va y arriver, vous allez voir, ça me paraît important. Ça me paraît important pourquoi ? Là, je vais vous montrer un ouvrage qui est fondamental, qui est Cosa Nostra. Marcel Padovani est journaliste, elle est corse, elle vit à Rome, et elle a interrogé Giovanni Falcone un an ou deux avant son assassinat, le 23 mai 1992. Et dans Cosa Nostra, Falcone déclare, ça c'est fondamental, on ne peut appréhender le phénomène mafieux, notamment la mafia, et notamment Cosa Nostra, qui est une mafia italienne en Sicile, puisque vous avez 4 grandes organisations criminelles en Sicile, on y reviendra peut-être, que d'une façon anthropologique. Ça, c'est fondamental. Je veux dire pourquoi c'est fondamental, parce que ce qui a existé il y a 2000 ans, on évoquait tout à l'heure la codification, la nécessité de mettre de l'ordre dans une société, le code d'Hammurabi, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était avant les 10 commandements, vous voyez, on avait commencé très tôt, une codification, la sanction des agressions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient physiques, quelles qu'elles soient, le vol, l'assassinat, le meurtre. Il a fallu toujours mettre de l'ordre dans une société, n'est-ce pas ? Et la dimension anthropologique présente cet intérêt, d'une part, d'avoir un minimum d'humilité, d'ensuite de prendre en considération le fait que même en 2025, mais également il y a 2000 ans, vous avez toujours eu, n'est-ce pas, une structure anthropologique, sociologique, ethnique, culturelle, religieuse, qui était fondée sur certains piliers. Vous avez des fondations, n'est-ce pas ? Lorsqu'on travaille sur les institutions, il faut tenir compte de cette dimension anthropologique. La démocratie, par exemple, qui était la forme la plus aristocratique du pouvoir, pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est la majorité qui choisit celui qui va la protéger. C'est-à-dire que le pouvoir n'a pour légitimité depuis toute l'histoire de l'humanité. Le pouvoir n'a que pour légitimité, je dirais, anthropologique, naturelle, le droit naturel, de protéger les plus faibles. Dès l'instant où le pouvoir acquiert en quelque sorte et des privilèges, une préséance fondée sur la violence, sur la force, pour justement réduire en esclavage les vaincus, c'est la guerre, ça a toujours été, et on la vit encore aujourd'hui. Donc vous avez à chaque fois la société humaine a eu besoin de règles, et ces règles ont été fondées à partir de la famille. Ça, il ne faut jamais oublier ça. La première des règles du droit naturel sur le plan institutionnel, la première des institutions, c'est la famille. Avec des évolutions que vous connaissez, c'est-à-dire que le droit de la famille n'est pas le même, le droit des femmes, si vous êtes en Mongolie, si vous êtes dans une tribu africaine, si vous êtes chez les Esquimaux, si vous êtes en Europe occidentale, avec l'évolution des religions. Vous apercevez que le rôle des femmes a pu être plus important dans certaines sociétés, le rôle des enfants, l'initiation, n'est-ce pas, l'initiation des enfants pour les aguerrir à la violence, à se battre, n'est-ce pas, plonger un bébé dans l'eau froide pour savoir s'il va résister, s'il résiste à l'eau froide, ça va, il va résister aux intempéries, s'il meurt, on le sacrifie, il vaut mieux qu'il meure tout de suite que demain. Bon, excusez-moi, on va laisser le téléphone... C'est une belle musique. Une belle musique, voilà. Donc, je n'avais pas éteint, mais il était... Et par conséquent, vous avez d'abord la famille.
À la suite de la famille, vous avez, on le trouve bien entendu, les 7 tribus d'Israël, vous le trouvez d'abord en Afrique, et dans toutes les tribus en Amazonie, vous avez donc des tribus qui se constituent autour d'un groupe familial, autour d'un pouvoir, n'est-ce pas? Et ce sont des sommes de familles qui constituent en quelque sorte le clan. Vous avez donc cette structure institutionnelle qui est fondamentale, qui est celle de la famille, et que vous retrouvez, qui est déclinée, donc la famille, la tribu, le clan, c'est-à-dire qu'autour de la famille, vous pouvez avoir des affidés, des vassaux, d'ailleurs on le retrouve à l'époque féodale, et puisqu'on est sur le terrain anthropologique et des institutions, ce qui m'a intéressé et très tôt, puisqu'on évoquait un petit peu ma carrière, ayant été élevé en partie en Corse, j'ai rédigé un mémoire à la faculté de droit d'Assas sur la régionalisation, parce que j'avais suivi le mouvement autonomiste corse dans les années, notamment le mouvement de Edmond Simeoni, de l'Action régionaliste corse, et par conséquent, ces mouvements régionalistes m'intéressaient par rapport justement au pouvoir central jacobin, je dirais, hérité de la Révolution, avec les institutions napoléoniennes, comme vous le savez, qui constituent un petit peu la colonne vertébrale institutionnelle de la France. Bon, Napoléon avec le Code civil de 1804, le Code pénal, le Conseil d'État, la Cour de cassation, tout ce qu'a mis en place l'Empire Napoléon, je dirais, constitue effectivement, et d'ailleurs ce n'est pas de moi, le professeur Carbonnier disait que le Code civil était la constitution civile de la France, et ça c'est très très important de le garder en tête, et d'ailleurs les réformes qui sont en train de se mettre en place, certaines, tendent à démolir justement la dimension institutionnelle française, n'est-ce pas, fondée sur le Code civil et les pouvoirs régaliens qui permettent de faire respecter l'ordre public et les lois de la République. On en arrive par conséquent, au travers des institutions et de l'anthropologie, à constater une évolution. L'évolution a été la suivante. Premièrement, sur le plan anthropologique d'abord, on va le dire sur le plan institutionnel et anthropologique. Premièrement, vous avez eu cette période de la féodalité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, 8e, 9e, 10e siècle. Vous avez eu la chute de l'Empire romain, l'Empire romain d'Orient, 400 ans après Jésus-Christ, et nous sommes les héritiers, et c'est là-dessus que, sur ce point, je voudrais insister. Si je me suis intéressé aux institutions, c'est effectivement par intérêt et par goût pour les institutions de l'Empire romain. Beaucoup d'admiration pour Rome, pour son empire et ses institutions. Vous avez eu donc la montée en puissance de la féodalité. Féodalité 8e, 9e, 10e siècle, Charlemagne, avec tout ce que ça a apporté. Et vous avez eu ensuite la montée en puissance avec les luttes intestines des féodaux, des grands féodaux, des seigneurs, n'est-ce pas? Vous avez eu cette féodalité et il a fallu, alors avec des règles sur lesquelles je n'insisterai pas trop aujourd'hui, chaque seigneur avait effectivement ses paysans, l'anoblissement qui est intervenu progressivement, et on cite très souvent une diatribe et une réplique, je dirais, d'un ancêtre de Talleyrand, Talleyrand-Périgord, le roi s'adressant à cet ancêtre de Talleyrand, lui disant « Mais qui t'a fait comte ?» Et l'ancêtre de Talleyrand lui disant « Mais qui t'a fait roi ?» Et par conséquent, vous avez vu apparaître au 9e, 10e, 12e siècle, vous avez vu apparaître ce que l'on a appelé la noblesse d'épée. La noblesse d'épée était une noblesse immémoriale, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas l'origine. Et ça, c'est très très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous avez eu, avec Louis XI notamment, petit à petit, une montée en puissance de la monarchie, et
on a réuni autour du roi, effectivement, les féodaux. Alors, vous avez toujours des alliances, la guerre contre le duc de Bourgogne, les alliances avec l'Angleterre, comme vous le savez, l'invasion de l'Angleterre, toujours la perfide Albion, qui ont été nos meilleurs amis et nos meilleurs ennemis. Ça a toujours existé, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, cette dimension institutionnelle est fondamentale parce que vous la retrouvez encore aujourd'hui. La résurgence de ces guerres, elle est perpétuelle. Vous la retrouvez aujourd'hui parce que vous avez la guerre conventionnelle et ce sur quoi nous travaillons avec des militaires, des policiers, des magistrats, notamment dans le cadre du prix Giovanni Falcone que nous avons créé, à savoir qu'il y a une guerre non conventionnelle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la féodalité, et on a mis un terme à la féodalité, vous avez eu la montée en puissance de la monarchie. Cette montée en puissance de la monarchie a mis en place de nouvelles institutions. Je m'explique. Au XIVe siècle, 1300 et quelques, ou 1400, il y a des discussions là-dessus, la montée en puissance, si vous voulez, à la fois le tiers-État, n'est-ce pas, et la mise en place des États généraux. États généraux qui sont apparus donc au XIVe siècle et qu'on a réunis. Les rois, alors je ne vais pas refaire un cours sur ce sujet-là pour ne pas vous embêter, mais il y avait le droit écrit au sud, et le Pays d'Oc, et le droit coutumier au nord. Et petit à petit, avec l'écriture, avec Gutenberg, on a codifié tout cela. Il y a eu une codification. Et par conséquent, vous avez vu apparaître, et ça c'est très important parce qu'on le retrouve aujourd'hui, vous avez vu apparaître la royauté et la place importante qu'allait prendre dans la monarchie la justice. Et le meilleur exemple, comme vous le savez, on symbolise, on montre toujours Saint-Louis sous son chêne, rendant la justice, puisque vous savez que les lits de justice, et on va évoquer tout de suite le rôle des parlements, vous savez que la justice appartenait en dernier lieu, et c'est très très important, parce qu'on va le retrouver aujourd'hui au travers des problèmes que nous rencontrons avec la justice. C'est le roi qui avait le dernier mot, puisque le roi détenait, n'est-ce pas, la main de justice, le sceptre, le pouvoir, mais également la main de justice, et il interdisait l'interprétation des lois qui étaient prises, c'est-à-dire que les lois qui pouvaient exister, si elles n'étaient pas appliquées, et ce que l'on a reproché, l'erreur que commettent aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques, et je les ai entendus critiquer l'avènement d'un pouvoir judiciaire qui est une des réformes qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire que actuellement la justice en 2025, elle est une autorité. Articles 64 et 66 de la Constitution. C'est-à-dire que le parquet détient un pouvoir qui dépend du garde des Sceaux, n'est-ce pas? Et c'est le rôle du parquet, c'est de défendre l'ordre public sur la base des poursuites, des instructions susceptibles d'être données par le garde des Sceaux ou bien des plaintes qui sont reçues de la part des citoyens, de la part des Français. Et vous avez les magistrats du siège, en principe, qui bénéficient, eux, d'une certaine indépendance, d'une certaine inamovibilité, d'une certaine liberté, je dis bien d'une certaine, parce que les événements au cours des 40 dernières années nous ont démontré que l'institution judiciaire n'était absolument plus adaptée, et on a commencé, je vous le dirai tout à l'heure, il y a 40 ans, à s'en apercevoir, qu'elle n'était absolument plus adaptée aux enjeux de la mondialisation. Je reviens à la période féodale et au passage à la monarchie. Donc vous avez eu une montée en puissance des parlements d'Ancien Régime, que vous aviez, Parlement de Toulouse, Parlement de Paris, vous aviez des parlements dans toute la France, des offices que l'on achetait et qui devenaient en quelque sorte à la fois, et on les a critiqués parce que c'est là où on s'aperçoit que l'argent, le pouvoir acheter des charges, les savonnettes à vilain, on les appelait pour certains, on les avait discrédités, des savonnettes à vilain,
à savoir qu'ils ont acquis un pouvoir, et vous allez comprendre pourquoi c'est très important, pourquoi nous sommes arrivés à la Révolution française. Alors, je dirais que lorsqu'on travaille sur ces sujets, on satisfait tout le monde et on déplaît à tout le monde. À un moment, on va déplaire, n'est-ce pas? On va déplaire, et on va plaire pourquoi? Tout simplement parce que les parlements, et notamment, je crois que c'est à la fin du XVIIe siècle, vers 1670, Louis XIV, vous ne pouviez monter dans les carrosses du roi à Versailles que si vous figuriez sur une liste comme étant d'ancienne noblesse. Une des favorites de Louis XIV disait « Rappelez-vous, sire, que je suis de plus vieille extraction que vous-même. » Vous aviez des noblesses qui étaient plus vieilles, je ne citerai pas les noms, que la noblesse de Louis XIV. Puisque vous avez eu dans la monarchie, n'est-ce pas, comme vous le savez, les Capétiens, bon, après on est arrivé aux Bourbons, après on est arrivé, etc. Donc vous avez eu différentes familles. D'ailleurs, vous voyez, vous retrouvez les familles avec la fin de certaines familles monarchiques, et on passait comme cela d'une famille monarchique à l'autre, avec la naissance et la nécessité d'avoir effectivement, puisque là en France, contrairement à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, les femmes ne pouvaient pas régner. La descendance, comme vous le savez, se faisait uniquement par les mâles. Et pourquoi le rôle des parlements est mal connu et discrédité? C'est très simple, et vous allez en retrouver, et c'est pour ça qu'il y a une inculture, une méconnaissance de l'histoire qui est gravissime, au niveau des réformes institutionnelles qui s'imposent aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que les parlementaires qui étaient anoblis, ensuite avaient mis en place depuis déjà plusieurs décennies, plusieurs siècles, mais je dirais que la consécration est intervenue notamment en 1670 avec l'anoblissement. D'abord, il fallait être anobli lorsqu'on avait été président du Parlement pendant 20 ans. Et après, il y a eu une généralisation. C'est-à-dire que lorsque vous faisiez partie du Parlement, et les parlements rendaient la justice. Et ce que l'on reprochait aux parlementaires, au Parlement, c'est de ne pas motiver notamment, et c'est très très important. C'est l'absence de motivation. Il pouvait y avoir des décisions qui étaient plus ou moins arbitraires et qui protégeaient plus ou moins une classe sociale et par conséquent le tiers-État et les Français considéraient effectivement qu'il y avait une justice à deux vitesses, que l'on voyait d'ailleurs dans les exécutions, puisque la noblesse bénéficiait, si l'on peut dire, de la décapitation, alors que effectivement on réservait un sort beaucoup plus cruel, comme vous le savez. Là, je travaille sur les mandrins et le sort qu'on lui a réservé, la torture que l'on réservait, qu'on l'a vu sous l'Inquisition et dans d'autres, donc les pendaisons et les tortures, le torture de la roue, etc., etc. Bon, tout ça, il faut bien le reconnaître que la Révolution y a mis un terme. Et par conséquent, c'est très important. Par conséquent, ce rôle néfaste des parlements, sous Louis XV, un des ministres de Louis XV, Montpéhoux, la réforme Maupeou, il y a un ouvrage de Jean-Luc Chartier consacré à Maupeou, a voulu supprimer ces privilèges dont bénéficiaient les parlements. Et parmi les causes de la Révolution française, vous le verrez, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on pourrait, si je l'oublie, essayer de me le rappeler tout à l'heure, puisqu'on parle beaucoup du complotisme, n'est-ce pas, et du complot, autres bêtises et autres aberrations actuelles. On parle du complot à la Révolution, etc. Je fais la distinction entre le complot et la convergence d'intérêts, n'est-ce pas? Il y a eu des convergences d'intérêts et il y a eu des petits complots qui ont pu exister, mais vous avez exactement la même chose aujourd'hui. Disons que la différence, je peux le dire tout de suite, entre le complot et la convergence d'intérêts, le complot, c'est un noyau dur qui prémédite quelque chose et qui fait en sorte de rester dans le secret. La convergence d'intérêts,
c'est un noyau beaucoup moins dur de gens qui ne s'aiment pas, qui se haïssent, qui se combattent, mais qui ont à un moment un intérêt commun à battre quelqu'un. Voilà. Et qui ensuite continuent sous faux drapeau à s'entretuer et à assassiner. Ça, voilà, c'est la convergence d'intérêts. Lorsqu'il s'agit de détruire la France, il y a une convergence d'intérêts qui existe depuis plus d'un siècle. Ça, elle a commencé déjà il y a plusieurs décennies. C'est pas un complot, c'est une convergence d'intérêts. Et bon, revenons à l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, par conséquent, vous avez eu le rôle des parlements qui a été néfaste et la tentative de Maupeou de les faire rentrer dans le rang. Et sous Louis XVI, les parlements se sont érigés, bien entendu, contre cette réforme, ont voulu rester et bénéficier de tout ce que constituait l'appartenance à la noblesse, les privilèges. C'est très important ça, les privilèges, prima lege. C'est-à-dire que vous avez un avantage sur les autres. Alors, je ne vais pas revenir, bien sûr, si on voulait être, je dirais, les secrets des femmes, etc., le rôle des femmes. Bon, on a parlé du droit de cuissage, on parlait de la guerre, on parlait de la fiscalité qui a été très importante, très, très importante. L'argent a toujours été très important. Il ne faut pas négliger ça. Hein. Les avantages fiscaux et toutes les révoltes, vous prenez les jacqueries au XIIIe, XIVe siècle, la jacquerie, les révoltes étaient des révoltes fiscales sur le sel, les octrois, tout ce que payaient les paysans, le tiers-État, étaient des révoltes fiscales. Vous pourriez avoir la même aujourd'hui. Hein. Les fermiers généraux, vous avez le rôle de Bercy aujourd'hui avec la direction du Trésor, vous avez les inspecteurs des finances qui sont les héritiers, en quelque sorte, les descendants des fermiers généraux. Les fermiers généraux étaient chargés de recueillir l'impôt pour le roi. Alors, ils prenaient un peu pour le roi, ou beaucoup pour le roi, et un peu pour eux. Et vous avez toujours eu, dans l'histoire de France, mais dans l'histoire de l'humanité, un problème de proportion. Toujours, même aujourd'hui. Hein, les serviteurs de l'État, est-ce qu'ils servent l'État ou est-ce qu'ils se servent? Alors, vous avez eu des hauts fonctionnaires qui, il y a 30-40 ans, avaient le sens de l'État, qui servaient l'État et qui se servaient un peu. Puis petit à petit, on l'évoquera peut-être une autre fois, eh bien, on se sert d'abord et on sert un peu l'État. Ou bien, voilà. Donc là, on arrive après au système mafieux qui est la forme féodale de la mondialisation actuelle. Nous sommes dans un système mafieux, n'est-ce pas? Bien. Donc, avant d'en arriver là, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé au système mafieux, on en est à l'Ancien Régime. Louis XVI supprime la réforme Maupeou. Il y a eu d'autres réformes sur le plan fiscal, Semblançay, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de droit des institutions aujourd'hui, mais c'est très très important de savoir pourquoi on en est arrivé à la Révolution française. Mais tout simplement parce que il y a eu plusieurs choses. Donc là, vous voyez, j'ai découvert récemment les mémoires de Mirabeau, et dans les mémoires de Mirabeau, c'est quand même extraordinaire, eh bien vous avez effectivement la dette. Eh bien Mirabeau à l'époque, avec les assignats, avec les tentatives de réforme, alors là c'est extraordinaire, moi j'ai découvert ça, je cite Mirabeau, lorsqu'on parle des assignats, vous voyez par exemple, je vais en faire la lecture, ce n'était là qu'un remède passager, et non une cure complète. Le temps qui s'écoule ramène assez promptement les mêmes besoins et la même détresse. Et tant que nous n'établissons pas, sur la base dont nous avons reconnu la nécessité, une opération vaste, une grande mesure générale, qui nous mette au-dessus des événements, nous en serons les jouets, et nous périrons de langueur dans la vaine crainte d'une décision hardie qui nous sorte de l'état où nous nous trouvons. Qu'avons-nous pensé quand vous avez créé les assignats monnaies? Qu'avez-vous dit à ceux dont la main desquels vous faisiez passer en gage de fidélité? Vous avez pensé que la vente des biens sur lesquels ce gage est assis s'effectuerait incontestablement, quel qu'en fût le terme. Pourquoi j'évoque ce passage? C'est extraordinaire. Nous évoquions actuellement, à l'époque, c'était le problème du gage des assignats par les biens nationaux. Alors là, je ne vais pas rentrer, parce que le roi, la royauté sous Louis XVI,
étaient déjà confrontés à la dette. Ce qui a provoqué la Révolution française, ça a été notamment la faim dans les campagnes, le manque de pain, le froid, les revendications bien sûr du peuple et de la bourgeoisie. Ça a été le minage, le noyautage avec les faux assignats, la fausse monnaie par les Anglais. Ça a été effectivement, on vous dira, certains, la franc-maçonnerie. La mafia n'existait pas encore, pas tout à fait. Mais vous avez eu une convergence d'intérêts. Et il y avait le problème de la dette, le problème des biens nationaux, ceux qui sont enrichis avec les biens du clergé, qui ont volé. Donc dans la Révolution française, ce qui est passionnant dans la Révolution française, c'est que vous avez eu effectivement des voleurs, des voyous, des réformateurs, des personnalités, que l'on veuille ou non, lisez les discours de Saint-Just, lisez Robespierre, qui n'était pas du tout contre la chrétienté. Il y a un discours de Robespierre que j'ai repris, que je ne vais pas vous lire, en disant qu'il ne fallait pas déchristianiser, n'est-ce pas? Que la chrétienté avait apporté effectivement du bien. L'Occident chrétien, ça a été la plus grande civilisation, une des plus grandes civilisations au monde. Il y a eu l'Empire perse, il y a eu la civilisation chinoise, mais il faut bien reconnaître que l'Occident chrétien a été, et c'est ce qu'on veut détruire actuellement. Bien. Par conséquent, ces institutions sont fondamentales. Et ce qui s'est passé avec la Révolution française, c'est qu'effectivement, les États généraux, la réunion des États généraux, comme vous le savez, par le roi, et la Révolution française a commis des erreurs, a commis des exactions. Mais lorsque j'entends critiquer la Révolution française avec les colonnes invernales en Vendée, qui était vraiment un génocide, n'est-ce pas? Mais vous avez d'autres génocides aujourd'hui. Dans tout. Vous prenez la guerre Staline, vous prenez les Khmers rouges, vous prenez Mao, vous prenez actuellement ce qui peut se passer en Israël, vous prenez, etc. Vous avez le génocide arménien, vous avez la Shoah, etc. Le génocide a toujours existé, les guerres civiles ont toujours existé. Bien. Donc vous retrouvez au travers de la dette, au travers des assignats, au travers de ce que l'on veut faire actuellement avec l'euro, avec la blockchain, vous retrouvez exactement les mêmes ingrédients que sous la Révolution française. Vous avez les luttes de pouvoir, vous avez le mensonge, vous avez le peuple qui attend qu'on le protège, et vous avez effectivement une montée en puissance de certains pouvoirs. Donc la dimension anthropologique, n'est-ce pas, est très très importante. Pourquoi? Parce que nous sommes partis, je refais un petit retour, en arrière, un retour, la famille, la tribu, le clan. Ensuite, sur le plan institutionnel, la principauté, les duchés, les empires, dans toute l'Europe, la monarchie. La Révolution française, qu'a-t-elle reproché? Pourquoi on a voulu effectivement s'attaquer aux prêtres? Et vous savez que la constitution civile de la France, la Révolution française, a voulu que les prêtres, on n'a pas interdit l'Église, mais qu'ils deviennent en quelque sorte des fonctionnaires. Donc ceux qui ne prêtaient pas serment, etc., pouvaient être d'ailleurs été exécutés. Mais tout simplement pourquoi? Parce que la royauté était de droit divin. Et on a jeté, comme on dit, l'expression, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que tout ce qu'avait apporté la chrétienté, catholique ou pas, alors vous avez eu, comme vous le savez, et là, pourquoi la France est le pays à abattre aujourd'hui? Parce que la France est la fille aînée de l'Église, et ça a été effectivement le catholicisme. Les catholiques et la chrétienté, le catholicisme par rapport aux protestants, au calvinisme, à tout ce que vous connaissez de l'évolution des autres religions, l'islam, même le judaïsme. Vous avez un livre du professeur, j'ai oublié son nom, je le rappellerai tout à l'heure, qui a écrit un ouvrage sur l'approche des trois grandes religions monothéistes par rapport à l'argent, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant de voir comment chaque religion a une approche plus ou moins libre de l'argent. Là où les catholiques et la France, et d'ailleurs
je vais en arriver à l'Empire, il y a toujours une méfiance des rois de France par rapport à l'argent. Saint-Louis l'a très bien rappelé, n'est-ce pas? Roland Hureau le rappelait récemment dans un de ses ouvrages, on ne peut pas adorer Dieu et l'argent. Et par conséquent, l'approche de l'argent, il y a toujours une méfiance et à laquelle on arrivera ou aujourd'hui ou une autre fois, parce que vous allez voir que tout ça se tient et nous sommes tributaires des institutions de l'Ancien Régime et on s'engage aujourd'hui, c'est un passage obligé, dans des institutions des 20, 30 ou 40 prochaines années, puisque aujourd'hui la grille de lecture s'est beaucoup simplifiée et vous allez comprendre pourquoi. Il y a la question de l'usure notamment. Voilà. L'argent ne doit pas faire de l'argent. Donc la monnaie, la finance aujourd'hui, ça a été écrit dans tous les ouvrages que vous avez là, que j'ai étalés, la finance a tué l'économie. On va en arriver à là. Donc vous avez eu l'Ancien Régime, la montée en puissance des familles qui veulent conserver leur pouvoir. Et aujourd'hui, vous retrouvez au travers de la finance, c'est-à-dire que les familles régnantes dans le monde qui ont perdu, sous couvert d'une certaine démocratie, ont retrouvé leur pouvoir au travers de la finance. Le meilleur exemple est la Banque d'Angleterre avec l'Angleterre et la Grande-Bretagne. La City de Londres est une émanation de la Banque d'Angleterre qui a été créée en 1600 et quelques, et tout simplement, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui a perdu avec l'indépendance des États-Unis, n'est-ce pas, est partie par la porte, est revenue par la fenêtre en créant la Fed en 1913. Par conséquent, ce qui s'est passé, je reviens aux institutions de l'Ancien Régime française. Vous avez eu donc cette période de la Révolution, et l'autre péché d'anachronisme qu'il ne faut pas commettre, ce sont les critiques, peu ou prou justifiées d'ailleurs, concernant à l'encontre de l'empereur de Napoléon Ier. Je m'explique. Il est évident, et Jean Tullard le rappelait dans un ouvrage récent sur les contes et légendes de l'Empire napoléonien, il est évident qu'on a accusé Napoléon d'être un fauteur de guerre. En réalité, et Tullard l'explique très très bien dans un de ses chapitres, Napoléon a été obligé de poursuivre les guerres qui étaient menées par les monarchies européennes contre les révolutionnaires. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que la Révolution française a fait peur, a terrorisé toutes les monarchies européennes, qu'il s'agisse de l'Angleterre en tout premier lieu, qu'il s'agisse des monarchies et des principautés, des duchés en Europe, en Prusse et en Russie avec le tsar. Et par conséquent, il fallait combattre la Révolution française. D'où les guerres contre les révolutionnaires, Valmy, etc. Bien. Alors après, on a évoqué certaines victoires, le rôle des francs-maçons, le rôle de la corruption, les personnes qui ont pu être achetées. Mais la corruption, on verra aujourd'hui, c'est plus de la corruption, c'est de la trahison. Et par conséquent, ça a toujours existé. On gagne des guerres, ou bien par des armes conventionnelles, ou bien effectivement en achetant les dirigeants d'un pays, et ça évite effectivement, ça permet d'éviter d'envoyer une bombe atomique comme sur Hiroshima, qui reste un génocide et qui reste un crime de guerre, qui n'a jamais été sanctionné. D'ailleurs, Hiroshima, Nagasaki, il n'y a pas de quoi s'en glorifier. Et par conséquent, aujourd'hui, effectivement, nous sommes les héritiers de cet ancien régime. Et la laïcité, n'est-ce pas, dont on parle souvent, il ne faut pas oublier que ce qu'avait la France contre elle, fille aînée de l'Église par le catholicisme, les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous lisez les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la forme laïque des évangiles. Vous allez me dire, essayez, je demande à quiconque, de me trouver dans cet article une mention quelconque qui puisse, n'est-ce pas, contredire les évangiles et notamment des notions comme l'égalité des droits des femmes et des hommes, n'est-ce pas, l'égalité des droits à la naissance. La différence, eh bien, elle s'effectue après au cours d'une vie,
Et c'est en cela d'ailleurs que je considère que il existe une véritable aristocratie républicaine, et l'aristocratie républicaine, vous la trouvez dans l'armée, dans la justice, ce sont les pouvoirs régaliens. Voilà. L'aristocratie républicaine, ce sont ceux qui ont à charge de défendre l'ordre public, le bien public et la sécurité des personnes et des biens. Bon. Par conséquent, vous avez eu, avec la Révolution française, la montée en puissance à l'époque, il faut se placer à l'époque, n'est-ce pas ? Je dirais que, et je crois que c'est pas de moi, ça a d'ailleurs été écrit, Bonaparte d'abord, le consulat, l'Empire, ont recueilli en quelque sorte les orphelins de la Révolution. Ça a été un bain de sang, ça a été une terreur, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas accepter ça, mais je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues, la barbarie, les tortures infligées aux trafiquants de drogue par d'autres trafiquants, et les femmes qui sont violées et mises sur le trottoir par les mafias et l'immigration, etc. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste en France en toute impunité, je veux dire que je voudrais effectivement que ceux qui s'insurgent contre la barbarie ou les exactions des révolutionnaires s'insurgent et fassent la même chose à l'encontre d'une certaine criminalité qui règne actuellement en France, en toute impunité, il faut le dire malheureusement. Par conséquent, vous avez eu avec Napoléon, eh bien on a mis de l'ordre. Et je dois dire que Napoléon, alors qu'il y avait eu des velléités d'une élection des juges par les révolutionnaires, vous avez eu effectivement deux tendances, comme vous le savez, dans la Révolution française, qui se sont opposés, les Girondins, les Montagnards. Là, je ne vais pas revenir ni vous embêter avec ce sujet, mais qui est très important. Et vous avez eu des velléités d'élire les juges. Et Napoléon, qui avait, bien entendu, entendait revenir au centralisme monarchique et jacobin, ça a été une alchimie de tout ça. Hein. Ça a été, avec Sieyès, qui n'a pas été directement un rédacteur du Code civil, puisque vous avez eu 4 grands rédacteurs du Code civil, je ne vais pas tous les citer, qui ont rédigé le Code civil, mais Sieyès, et ça c'est très très important, vous allez le comprendre. Sieyès, et je ne vais pas en faire la lecture, parce que sinon ce serait trop long à chaque fois, Sieyès, je vais résumer, a dit « Quelle est la loi de toutes les lois ? Ne fais pas de tort à autrui. » Et il a considéré qu'en quelque sorte, l'esprit des lois, cher à Montesquieu, puisque déjà, ce que l'on critique, l'esprit des Lumières, là, c'est comme la Révolution française, hein, ou les parlements, une méconnaissance de... alors, tout n'a pas été parfait, c'est évident, on critique Voltaire, c'était pas un prolétaire, et il protégeait Montaigne lorsqu'il dit l'enseignement, enseigner c'est apprendre à juger. Ben, il protégeait une certaine noblesse, il ne protégeait pas tout le tiers-État. Il y avait effectivement à l'époque, il faut se replacer à l'époque, il y avait non pas des classes sociales, mais il y avait une hiérarchie effectivement à l'intérieur des États généraux, l'Église, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Par conséquent, vous avez eu à l'époque l'esprit des Lumières, ça a été tout de même, de considérer qu'il y avait des inégalités qui était contraire, je dirais, à l'humanité, au droit naturel, n'est-ce pas ? Et que par conséquent, s'il devait exister une différence, elle ne devait pas procéder inéluctablement seulement de la naissance, puisque l'anoblissement était devenu de plus en plus difficile à la guerre. Et, pour revenir à Napoléon, ce qui est très important, c'est qu'il a mis en place, avec le Code civil, le Code de commerce, la bourse, les pompiers de Paris. Les pompiers, c'est Napoléon. Hein, il y avait eu un incendie, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui a créé, puisque les pompiers dépendent de l'armée, dépendent de la défense nationale, dépendent de l'armée. Et la Cour de cassation, le Conseil d'État. Mais il a entendu à l'époque que les juges soient soumis et que ce ne soit pas un véritable pouvoir. Et ce qui s'est passé effectivement avec l'Empire, c'est que, et ça c'est très important, c'est l'Empire qui a rétabli une certaine noblesse. Lorsque vous lisez Victor Hugo dans Les Misérables, à un moment,
vous aviez je ne sais plus qui apporte un drapeau ennemi à l'emploi, à Napoléon, et Napoléon lui dit « je te fais comte, je te fais duc, je te fais etc. » Alors là, c'est un symbole, c'est une allégorie, mais je dirais que Murat, ces maréchaux d'Empire, qui tout de même se battaient, n'est-ce pas, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous aviez quand même une autre dimension, n'est-ce pas, une autre perception de ce qu'est la valeur, de ce qu'est le courage, de ce qu'est l'honneur, et par conséquent, il anoblissait ceux qui avaient combattu, qui avaient gagné, apporté des victoires à la France, et qui ont permis de bâtir cet empire que l'on connaît et qui s'est effondré avec les erreurs, avec la Russie, certaines guerres, etc. C'est une méritocratie ? La méritocratie, là, je vais vous dire, et c'est peut-être l'objet et l'intérêt de votre intervention et de ce que vous faites et de ce que vous allez faire, c'est qu'elle est toujours présente. La méritocratie et la justice, que vous le vouliez ou non, ça durera ce qui est en train de se passer depuis 50 ans, par exemple en France, mais un jour, d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir une sanction. C'est ce qui s'est passé avec la collaboration avec l'époque de Pétain, n'est-ce pas? Où aujourd'hui, là aussi, il y a une désinformation totale. Savoir de quel côté auraient été aujourd'hui ceux qui ne font rien pour lutter contre le crime, à l'époque, ils auraient été certainement du côté de la collaboration, par exemple. Vous voyez? Bon. Par conséquent, l'histoire se répète, et l'histoire qui est en train de s'écrire, qu'on le veuille ou non, ça sera le tribunal de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va écrire que la période du XXe siècle a eu un effondrement, une destruction de la France, due effectivement à une nouvelle forme de guerre de conquête, autrement que par des chars, hein, mais tout simplement, vous lisez L'ami américain de Branca, d'Éric Branca, vous lisez les ouvrages de Annie Lacroix-Rise sur le rôle des grands industriels et de la finance, eh bien, ils n'ont pas joué la carte de la France, n'est-ce pas, des intérêts français, ils ont joué leurs intérêts. Et comme vous le savez, la finance anglo-américaine a financé Hitler. La finance anglo-américaine a financé Hitler, tout simplement puisqu'il s'agissait de lutter contre Staline. Et ils pensaient que Staline, ensuite il y a eu le pacte germano-soviétique, et ce qui a ramené la finance, je dirais, dans l'obligation de se ranger du côté des vainqueurs et de la défense de l'Europe, et surtout de la conquête de l'Europe. Hein. On n'est pas venu défendre la France, on est venu conquérir l'Europe. Le plan Marshall. Le plan Marshall, ça a été effectivement le fait que Hitler était parti pour conquérir la même erreur que Napoléon, et qu'aujourd'hui, de ce qui se passe avec les dirigeants actuels, qu'ils resteront, leur nom est déjà inscrit dans l'histoire, des Européens aujourd'hui, s'attaquer à la Russie, et notamment l'Angleterre, simplement, c'est d'envoyer effectivement des mercenaires, et la finance anglo-américaine, mais qui n'est plus seulement anglo-américaine, depuis, on y viendra peut-être aujourd'hui ou une autre fois, la finance aujourd'hui mondiale, c'est la convergence d'intérêts. Vous avez eu des nouveaux arrivants, n'est-ce pas, des pays du Golfe, des oligarques, des organisations criminelles terroristes, des États terroristes, qui sont venus conquérir et prendre le contrôle des banques et de la finance. Et tous ces gens-là, sous faux drapeau, se combattent, s'entretuent même. Mais lorsqu'il s'agit d'abattre, et notamment la France, c'était le pays à abattre, on s'est attaqué à la France. Donc, de la même façon, sur le plan anthropologique toujours, vous avez eu la famille, les grandes monarchies l'Ancien Régime, la Révolution française qui met un terme à tout cela avec l'avènement de la République, n'est-ce pas? Le peuple devient souverain, retour à l'Empire, ensuite le rétablissement de la monarchie, vous connaissez ça, Louis-Philippe, Charles X, etc., et la République, la Troisième République, la République qui est Napoléon III, n'est-ce pas, la République et le Second Empire avec Napoléon III, la défaite 1870.
Quand vous parliez de la monarchie, donc qui a été éradiquée, on va dire ça comme ça, ou décapitée, il y a quelque chose qui était vraiment central, puisque vous dites effectivement la monnaie, battre monnaie, c'est vraiment une question centrale. Le fait que je crois que les rois de France se sont longtemps opposés au droit d'usure. C'est ça. Et ça, c'était quand même quelque chose qui embêtait beaucoup certaines personnes. Bien sûr. Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus et puis... Ah ben c'est très simple, c'est très simple. C'est un peu cela, je voulais en arriver là. De la même façon, vous avez bien compris que lorsqu'on est parti de la famille qui a toujours existé, des tribus, du clan, de l'institutionnalisation de tout ça au travers de la monarchie, et lorsqu'on arrive au XXe siècle, ces monarchies qui existent aujourd'hui ont voulu conserver leur pouvoir. Et pour conserver leur pouvoir, on va en arriver à ce que vous venez de dire, ça a été au travers de la finance. La finance a permis, notamment au travers des paradis fiscaux, pour certains pays, n'est-ce pas? Alors, dans les paradis fiscaux, vous avez à la fois des principautés, des duchés, vous avez la City, qui est un des principaux paradis fiscaux au monde, vous avez le Delaware aux États-Unis, vous avez les îles Jersey, vous avez la Suisse, qui n'est pas une monarchie, n'est-ce pas, mais qui a fait quand même, qui a permis d'abriter, etc. Par conséquent, les rois, battre monnaie, conserver le pouvoir de la monnaie, était un apanage de la souveraineté. Lorsque je travaille sur les institutions, je travaille sur deux aspects des pouvoirs régaliens. Premièrement, les pouvoirs régaliens, c'est le peuple, c'est la souveraineté du peuple. Il n'y a que le peuple qui doit proposer des lois, ensuite elles sont reprises éventuellement par le Parlement, mais elles peuvent donner lieu à des votations à l'initiative des citoyens des Français, ce qui existe en Suisse, ce qui existe dans certains États aux États-Unis. Ça donne lieu à un débat contradictoire pendant des mois pour savoir si la loi vaut ou pas la peine d'être mise au vote, à la votation, et le Parlement peut très bien ensuite s'en emparer, c'est une chose. Bien. Mais ensuite, ce qui est très très important, les lois n'ont de raison d'être que si elles sont appliquées, si elles permettent aux citoyens d'avoir prise sur le réel. Et dans une démocratie, la prise sur le réel passe par l'application de la loi. N'est-ce pas? Si la loi n'existe pas, n'est pas exécutée, n'est pas appliquée et dévoyée, vous n'êtes plus en démocratie. Et en France, nous ne sommes plus en démocratie depuis longtemps. L'a-t-on jamais été? Alors, on ne l'a jamais vraiment été, à cause justement de l'absence. Ah ben, il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire, notamment. Le fait qu'il y ait uniquement des parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, qu'on ait empêché la démocratie directe, en fait, vous ne pouvez être en démocratie que si vous avez la démocratie directe et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire placé sous le contrôle des citoyens. Avec ce que disent certains professeurs de droit que je ne vais pas citer, il y en a 2 ou 3 qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, un pouvoir judiciaire avec une Cour suprême qui va juger les décisions qui sont rendues en dernier ressort par d'autres juridictions. Savoir, ils vont apprécier la motivation, et on revient au rôle des parlements. Dès l'instant où vous avez une motivation qui est aberrante, qui ne respecte pas la logique, qui ne respecte pas la qualification qui existe du meurtre, de l'assassinat, du viol, pour justement disculper, exonérer de toute peine, de toute sanction des délits ou des crimes, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus en démocratie. Bon, donc en France, nous n'avons jamais été en démocratie. Il y a eu un simulacre de démocratie, la Constitution de 58, et d'ailleurs le professeur Duverger avait écrit, je crois, un ouvrage, La monarchie républicaine, n'est-ce pas? Et le fait est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de contre-pouvoir, et compte tenu du rôle de la finance, alors là, je vais en arriver de la même façon qu'on en est arrivé à la République imparfaite et non démocratique, on va en arriver au rôle de la finance. La finance a connu, exactement comme sur le plan anthropologique, la famille, les institutions monarchiques, ducales, etc., la République. Vous voyez, c'est très simple. Vous revenez 2000 ans en arrière, 3000 ans en arrière, vous avez la famille qui prend le pouvoir, la tribu, ensuite des institutions, vous avez Hammurabi, les pharaons d'Égypte, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, qui prennent le pouvoir, qui assurent une descendance. Ensuite, prenons la France. Vous avez la féodalité, la monarchie, et vous avez l'Empire
la monarchie et nous sommes dans la République. La République, c'est le début. Nous sommes au tout début de la démocratie. Tout début. Et nous n'y sommes pas encore en démocratie. Vous êtes au début de la démocratie avec la République, Res Publica. La mafia dit Cosa Nostra, c'est notre chose. Nous existons, vous n'existez pas. Ça, c'est pour ça, sur le plan institutionnel. C'est pour ça qu'on travaille sur les organisations criminelles qui sont devenues des institutions. Et pourquoi ? Parce que de la même façon que les ducs, les princes, les rois d'Arabie Saoudite, du Qatar, de la reine d'Angleterre ou autre, du roi d'Angleterre, veulent garder leur pouvoir, il n'y a pas de raison. Eux, ils ne veulent pas de démocratie, n'est-ce pas ? Et de la même façon, des institutions comme les triades chinoises, les organisations criminelles, italiennes ou autres, veulent conserver leur pouvoir. Et comment ils conservent leur pouvoir ? Et alors là, je vais en arriver à la partie historique de la finance. La partie historique de la finance a été la suivante. Premièrement, la monnaie. Effectivement, on est passé du troc à la monnaie, et même d'ailleurs, je crois qu'on l'a cité pour Philippe le Bel, vous savez que la monnaie, il fallait effectivement que dans une pièce, il y a un mélange de métal, et en fonction du métal, du poids du métal, etc., vous pouviez avoir une certaine valeur à cette monnaie, etc. La circulation de la monnaie a permis le développement du commerce. Et ensuite, on est passé, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure au travers des assignats, à la monnaie papier. Mais ce qui est très très important, c'est que, première époque, l'argent a toujours été le nerf de la guerre. Donc, vous prenez, et là, c'est pour ça qu'il n'y a aucun antisémitisme, c'est une bêtise. L'antisémitisme, pourquoi ? Tout simplement parce que vous parliez de l'usure, et effectivement, vous aviez une approche suivant les religions de l'argent qui n'était pas la même, suivant les protestants, suivant même l'islam, suivant le judaïsme, etc. Par conséquent, mais vous avez les grandes banques italiennes, les Sforza, les Médicis, etc., qui n'étaient pas juifs. Vous avez effectivement des banques allemandes qui n'étaient pas des banques juives. Vous avez les banques d'Angleterre qui n'étaient pas des banques juives. Bien. En revanche, lorsque vous parlez de la finance, on vous accuse d'antisémitisme parce qu'on se sert des banquiers juifs, des Rothschild ou des Goldman Sachs ou autres. On se sert simplement des banques juives comme d'un paravent, comme en disant ben non, si vous parlez de la finance, vous êtes antisémite. C'est complètement stupide. Ce qui s'est passé, c'est que les banquiers finançaient les guerres. Mais la première période, et on l'a vu avec les Templiers, on l'a vu avec d'autres exemples, lorsque le roi, le duc, le prince ne pouvait pas rembourser le banquier, en fait, le banquier, très souvent, finançait les deux camps. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Pour ça que c'est presque un Vous avez des ouvrages aujourd'hui, vous les avez ici, la finance criminelle, c'est presque un pléonasme. Parce que la finance a toujours financé les guerres. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis, les banquiers. Et par conséquent, ils touchaient un tribut de la part du vaincu, et le vainqueur, bien sûr, leur donnait des avantages, le remboursait sur ce qu'il avait pris au vaincu. Donc les banquiers se sont enrichis comme ça. Et lorsque certains banquiers n'étaient pas remboursés, ou que le prince, il avait la possibilité avec ses armées, puisque lui détenait encore la force, le glaive, eh bien, ils étaient assassinés. Voilà, tout simplement. Il y a des banquiers dans l'histoire qui ont été éliminés, tout simplement parce qu'ils gênaient le prince et on changeait de banquier. Et donc, vous avez toujours eu, pendant une certaine période, une suggestion des banques, des financiers, qui étaient quand même sous la coupe, au service, plus ou moins, des empereurs, des rois et des princes et des ducs. Bien. L'émancipation de la banque et de la finance est intervenue notamment grâce à la Banque d'Angleterre au XVIIe siècle pour financer les guerres de je ne sais plus qui, Jacques, enfin du roi d'Angleterre à l'époque. Et il s'agissait de financer les guerres et par conséquent, d'où l'intervention de la Banque d'Angleterre et des faux assignats au moment de la Révolution française. Et petit à petit, au XIXe siècle, ça c'est certain, les banques, et vous avez un ouvrage qui est remarquable du professeur Janet, J.A. La spéculation au XIXe siècle, qui a été écrit, je crois,
à la fin du 19e siècle, sur la montée en puissance de la finance. Vous avez l'agiotage, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les délits d'initiés, manipuler les cours de bourse, n'est-ce pas? L'agiotage, c'est-à-dire que, on le voit aujourd'hui avec le trading de haute fréquence, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout... c'est la finance travaille pour la finance, vous voyez? Et par conséquent, on détruit l'économie et on peut faire baisser un cours de bourse, le faire acheter à la baisse, revendre à la hausse, c'est la manipulation des cours. Mais ça existait déjà au 19e siècle. Oui, on utilise les algorithmes et absolument. C'est ça. Et C'est complètement décorrélé de tout totalement. Ah oui, ça a été écrit par Jean de Maillard, ça a été écrit par Marie-Christine Dupuis, ça a été écrit par Jean-François Guéraud dans Le capitalisme criminel. Vous avez 5 ou 6 ouvrages aujourd'hui qui décrivent comment on a décorrélé la véritable économie de l'argent, n'est-ce pas? Et on a détruit l'économie et on a enrichi la finance, n'est-ce pas, au détriment de l'économie. Bien. Par conséquent, au XIXe siècle, la finance s'est émancipée. Alors, vous avez eu des crises financières, vous avez eu en 1897, 1800 et quelques, vous avez eu 2 grandes crises financières aux États-Unis. Paraît-il que c'est le banquier Morgan qui a sauvé à l'époque les banques américaines. Et on s'est préoccupé à l'époque, en quelque sorte, d'ores et déjà, de créer une banque centrale. Et les banquiers venant immigrer d'ailleurs, alors là vous avez eu des banques juives, vous avez eu des banques allemandes, vous avez eu la Banque d'Angleterre, se sont réunis dans l'île, je crois, de Jekyll, sous la présidence plus ou moins de JP Morgan, et ont créé la Réserve fédérale. Vous prenez l'ouvrage de Mullins, Les secrets de la Réserve fédérale, et vous avez tout. Ensuite, vous avez un ouvrage consacré à Roosevelt par son gendre, qui écrit comment, effectivement, tout ça s'est organisé, et vous avez une privatisation de la finance qui contrôle les États-Unis, avec le complexe militaro-industriel en dessous, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas parler non plus de démocratie aux États-Unis. Vous avez la finance qui a pris la tutelle du complexe militaro-industriel et la CIA, la NSA travaillent pour eux, indirectement peu ou prou pour les Américains, mais on voit bien les crises successives en 50 ans, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et on le voit aujourd'hui avec Trump, avec l'assistante, l'aide, on le sait aujourd'hui, qui a été apportée, je crois, à Obama par l'Angleterre contre Trump, puisque Trump, voulant satisfaire et réduire le rôle de la finance de la Fed, a également ses soutiens. Les États-Unis, c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué. Les grands groupes qui tiennent les États-Unis, d'ailleurs c'est l'ouvrage qui est maintenant de Jean-François Guéraud, mais vous avez plusieurs ouvrages, hein, ouverts et détenus par la mafia. Il y a plusieurs ouvrages sur le trafic de la drogue, puisque la drogue a été l'apport financier le plus important qui a permis la puissance financière de cette finance avec le blanchiment de l'argent de la drogue, du trafic de femmes, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, de l'évasion fiscale. Et parmi les erreurs d'ailleurs qui ont été commises en France, c'est de mettre sur le même plan le blanchiment, l'évasion fiscale et le blanchiment de l'argent du crime, parce que ça c'est une aberration, ça a été critiqué par beaucoup, parce que vous ne pouvez pas, l'évasion fiscale, non pas qu'elle soit justifiée, mais elle peut avoir des sanctions comme des délits, n'est-ce pas, mais en fonction de la fiscalité, qui est confiscatoire en France, eh bien certains ont choisi, et d'ailleurs aujourd'hui on l'a vu au travers de l'affaire Clearstream et d'autres, les hommes politiques ont beaucoup ouvert des comptes dans des paradis fiscaux, et tout ça c'est connu par les services spéciaux américains, israéliens, du Mossad, du MI6, et ça permet effectivement de tenir des hommes politiques. Ça a été écrit par plusieurs personnes, le Mossad Kota d'ailleurs dans deux ouvrages. Il y a 2 ou 3 ouvrages de journalistes qui ont travaillé là-dessus, en disant que effectivement tout homme politique qui a des avoirs dans des paradis fiscaux, est obligé de se soumettre, n'est-ce pas, et d'obéir aux ordres auxquels on a bien voulu. Et d'ailleurs, c'est en cela que s'est créé ce que l'on a appelé un ordre juridique mafieux, parce qu'on a décerné le prix Joey Falcon à Diana Vilgas, qui a reçu une thèse de l'Institut
de l'Académie des sciences morales et politiques, l'ordre juridique mafieux, c'est-à-dire que des organisations criminelles qui ont pénétré, et ça c'est la troisième étape de la finance. La première étape, je l'ai dit, soumission au monarque. Deuxième étape, 19e, 20e siècle, la finance devient la puissance qui contrôle, avec les fonds de pension, avec les trusts, la fiducie, qui contrôle une partie de l'économie mondiale. Ce sont les articles que vous avez, que je vous ai envoyés, par exemple de Marshall. Vous avez deux articles là, on peut faire une petite digression, une petite aparté. J'en profite pour dire que Jean-François Guéraud dit que la finance est la première industrie mondiale. Absolument. Vous avez deux articles, vous voyez tout ce que nous sommes en train de dire, c'est écrit. Vous avez l'article, voilà, dans Le Monde, vous l'avez ? Oui, on voit très bien. On le voit bien ? État, mafia et transnational. Voilà, État, mafia et transnational comme larron en foire. C'est à avril 2000. Abandon de souveraineté et mondialisation libérale permettant aux capitaux de circuler sans contrôle d'un bout à l'autre de la planète ont favorisé l'explosion d'un marché de la finance hors la loi, moteur de l'expansion capitalistique et lubrifié par les profits de la grande criminalité. Donc là, je ne vais pas faire la lecture totale, mais tout est dit. C'est pas de moi, on travaille sur les institutions, donc si vous ne tenez pas compte de cela, vous ne pouvez pas. Et deuxième article, Andrew Gavin Marshall, en 2012, le cartel de la drogue de la super-entité du système bancaire mondialiste, le marché libre du capital financier. Et il donne dans cet article en 2012 la liste non exhaustive, et c'est un article d'une dizaine de pages, de toutes les banques, n'est-ce pas, qui blanchissent l'argent de la drogue et qui ont permis d'acquérir cette puissance financière. Or, que s'est-il passé? La troisième étape de la finance, c'est très simple. C'est que la montée en puissance de certains États, notamment des pays du Golfe, de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. On sait que les accords à l'époque, l'Angleterre et l'Amérique, avec le roi d'Arabie Saoudite, ont négocié la prise de contrôle des puits de pétrole. Et Churchill, paraît-il, il y a eu un documentaire récemment, aurait traité d'une façon un peu cavalière le roi d'Arabie, et quelle qu'en soit la raison, il y en a peut-être d'autres raisons certainement que nous ne connaissons pas, le roi d'Arabie a choisi l'Amérique, n'est-ce pas, comme protecteur. Ce qui a déplu aux Anglais. Et petit à petit, le pourcentage, vous revenez toujours au pourcentage au cocktail. 20% pour l'Arabie Saoudite, 80% pour l'Amérique. Et ensuite, il y a eu des accords avec, vous savez, le conglomérat, tous les pays du Golfe se sont réunis, n'est-ce pas, pour dire maintenant ça suffit, on veut notre part du gâteau, et on est revenu à moitié-moitié, 50%. Donc, suivant les pays, vous avez des accords où le pays protecteur reçoit une partie de la manne, mais le pays producteur, je dirais, retrouve en quelque sorte, alors vous avez les achats d'armes, vous avez tout le problème d'Israël, c'est cela, on entretient le brasier, n'est-ce pas, en Israël, pour faire travailler le complexe militaro-industriel, pour justement entretenir cet antagonisme, diviser pour régner, tout ça c'est entretenu de façon à profiter à la finance. C'est le principe Machiavel. Absolument. Mais que s'est-il passé? C'est que la troisième étape de la finance, eh bien, ça s'est fait tout doucement. Lorsque je donnais des cours, j'ai donné des cours pendant 8 ans, Xavier Refer m'avait confié, dans le cadre de l'Institut de criminologie, dans le Centre universitaire de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, à traiter le sujet suivant. L'avocat face à deux mondialisations, les entreprises et les mafias. Or, on s'est aperçu, travaillant sur les institutions, que les paradis fiscaux, les trusts, la fiducie, étaient, et d'ailleurs, Galbraith, dans Les mensonges de l'économie, a considéré que l'une des montées en puissance de l'économie, de cette forme d'économie plus ou moins mafieuse, et de la finance, avait été la création de la société anonyme. Société anonyme, et ensuite, quand vous passez au trust et de la fiducie, c'est-à-dire qu'au travers des trusts et de la fiducie, vous ne savez pas qui détient le capital. C'est l'opacité. C'est l'opacité. Et l'opacité aujourd'hui, vous avez trois secteurs qui ont été pris
sont passés peu ou prou sous contrôle. Alors il y a toujours des banquiers, la Banque d'Angleterre, des banques, quelles que soient, qui sont plus ou moins d'indépendance. Mais au niveau de la finance, vous avez eu des États terroristes qui jouent sur les deux tableaux, qui ont pris le contrôle par des trusts et des fiducies de certains secteurs financiers. Vous avez eu les grandes organisations criminelles qui, je disais à mes étudiants, la 3e génération d'Al Capone ont fait Harvard, ils sont banquiers. Donc ils ont dans leur famille des tueurs à gages et ils ont des avocats et des banquiers. Donc si on ne comprend pas ça, les prétendues grandes démocraties sont aujourd'hui tenues peu ou prou par un système mafieux. Alors, les seuls pays aujourd'hui qui ont gardé une certaine indépendance et qui peuvent avoir une certaine criminalité, attention, hein, ils sont pas. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale, une guerre non conventionnelle. Criminalité en col blanc. Criminalité en col blanc et dans lesquelles il existe également une criminalité organisée. Là, je vais, sans faire de cours, mais vous allez comprendre. Vous avez l'Iran, vous avez la Perse, qui était l'ancien empire perse, vous avez la Chine, grande civilisation, vous avez la Russie, grande civilisation, vous avez l'Inde, le Pakistan. Tous ces pays-là qui ont leurs problèmes internes ont essayé de ne pas rentrer sous le joug de cette finance. D'où la création de systèmes SWIFT, alternatifs au système SWIFT qui existe actuellement, qui règne dans les circuits financiers. Le système SWIFT, Héloïse Benamou a consacré un ouvrage, à la suite du 11 septembre, n'est-ce pas? Ils ont créé ce réseau SWIFT avec Internet de façon à contrôler les circuits financiers terroristes. Mais sous prétexte de contrôler les circuits financiers terroristes, ils savent au centime près ce qui est détenu par n'importe quel dirigeant politique, et telle banque est obligée de communiquer au Doge, aux États-Unis, au département d'État, les avoirs détenus ou par des terroristes, et puis éventuellement par des hommes politiques. SWIFT, c'est une guerre de conquête, finalement. C'est une guerre de conquête. Ça a été créé par un ingénieur français, Louis Pouzin. Alors, Louis Pouzin, malheureusement, Louis Pouzin est un des fondateurs, il participait, je crois, au plan calcul, il a 92 ans, et là, c'est deux grandes erreurs qui ont été commises également par la France. Louis Pouzin, qui était en train de mettre en place un système Internet franco-français, qui a été écarté, et ça a été récupéré par les Américains, et vous avez Jean-Pierre Petit avec l'arme hypersonique, dont on n'a pas voulu, qui a été récupéré par les Russes, et maintenant les Chinois travaillent sur l'arme hypersonique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan conventionnel, les États-Unis, l'Europe est incapable d'affronter aussi bien ce bloc incapable sur le plan conventionnel. Et nous allons préciser que nous ne sommes pas suicidaires, mais que l'affaire Alstom, c'est le même principe. Non, ce qui se passe, c'est que cette finance mondiale se sert de l'Europe comme mercenaire. Allez vous faire tuer pour nous, c'est tout. Ou ils récupèrent certains fragiliser la Russie, mais on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais ça, c'est surtout dans tous les ouvrages, hein, les articles qui sortent. Aujourd'hui, tous les articles, les analyses qui sont faites, c'est d'envoyer effectivement, essayer de fragiliser cette partie du monde. Et d'ailleurs, comme ça s'est passé l'Angleterre avec la guerre de l'opium. Comment la finance a acquis cette puissance au XIXe siècle? En 1839-1860, les Anglais ont provoqué la guerre de l'opium. Et vous avez, alors là, attendez, on peut peut-être, alors là, si vous retrouvez un numéro d'histoire qui est remarquable, je vais vous imposer une lecture qui résume tout. La guerre de l'opium, c'est extrêmement simple. Vous avez, pour ouvrir des comptoirs en Asie, et notamment en Chine, les Anglais ont repris le contrôle de la culture du pavot en Inde. Je vais pas. Tout ça, c'est expliqué dans ce numéro. Il faut à tout prix que vous puissiez prendre connaissance de ce numéro, la guerre de l'opium. Voyez, il y a tout. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, hein, quand l'Angleterre et la France humillaient la Chine. Alors, comme la France et l'Angleterre ont humilié la Chine, eh bien, tout simplement, la Chine se venge. La Chine, aujourd'hui, elle se venge, et vous allez comprendre pourquoi. En 1839, lettre ouverte de Lin Zexu
à la reine Victoria. Lin Zexu il avait été nommé par l'empereur pour lutter contre le commerce illégal. Il supervise la destruction de stocks d'opium à Canton en juin 1839. C'est le début de la guerre. Alors, si je puis me permettre, le passage que je viens de lire vous donne l'éclairage de ce qui s'est passé au XXe et au XXIe siècle en Europe. C'est-à-dire que le Covid, qui est une arme biologique, la drogue, qui est une arme biologique, eh bien, vous avez commencé au milieu du XIXe siècle. Et je vais vous lire la lettre adressée à la reine d'Angleterre. Il semble que cette marchandise empoisonnée, entre parenthèses l'opium, est manufacturée par certaines diaboliques personnes dans des endroits soumis à votre loi. Vous voyez la transposition que vous pouvez faire sur les laboratoires, aussi bien d'armes biologiques en Ukraine que les laboratoires d'opium ou de cocaïne, etc. Tout bateau étranger qui, à l'avenir, viendra avec de l'opium à son bord sera mis à feu. Alors, non seulement, vous ne parviendrez pas à tirer quelque profit de nous, mais vous vous ruinerez dans l'affaire. Ayant voulu nuire à autrui, vous serez la première à en souffrir. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti à temps. Vous vous rappelez quand Philippe le Bel fait brûler dans l'île de la Cité Jacques de Molay et les membres du Temple. Dans Druon, qui fait partie de cette communauté juive géniale qui a apporté tout ce qu'elle a apporté à la France, c'est pour ça qu'on ne peut pas être antisémite, les rois maudits. Et la légende dit que le Templier maudit le roi Philippe le Bel. Chaucinon de Nogaret, il les maudit, vous allez mourir dans l'année, le pape, et ils sont morts tous les trois dans l'année. Eh bien, la même malédiction du Templier adressée à la reine Victoria, vous voyez, la malédiction, moi, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, ça. Hein. Vous lisez ça, c'est la malédiction qu'a jetée l'empereur de Chine sur l'Angleterre, sur l'Occident, empoisonneur, avec au trafic de la drogue. Et aujourd'hui, on le paye. Sur X générations. Sur X générations, en 1839. Et là, je trouve que c'est... Vous voyez, je n'y avais pas pensé, c'est grâce à vous. Non, mais grâce à vous, parce que vous voyez, lorsque on prend les ouvrages, et aujourd'hui, ils se vengent. Donc aujourd'hui, la finance, elle est tenue. Ils sont rentrés, parce qu'attention, ils ont aussi leurs organisations criminelles. Ils ont pris le contrôle, et les financiers que j'évoquais depuis 1913, de la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, sont obligés de composer avec ces gens-là. Les services secrets du Mossad, de la CIA, de MI6 ne peuvent pas lutter contre ces gens-là. Parce qu'ils ont été obligés de pactiser avec eux pour des intérêts convergents et que ces gens-là sont aussi dangereux qu'eux. Vous avez un ouvrage là qu'il faut lire, vous allez comprendre. Regardez. Lève-toi et tue le premier. L'histoire secrète des assassinats ciblés commandités par Israël. Voilà. Et Grasset, et c'est donc Bergman, Ronan. Voilà. Ronan Bergman a écrit cet ouvrage sur les assassinats du Mossad ciblés. Alors, je sais qu'après les Jeux Olympiques et ce qui s'était passé avec les Israéliens qui avaient été assassinés par les terroristes, etc., quelle que soit leur origine, on ne va pas discuter de tout cela. Il y a eu, le Mossad s'est lancé, comme après la dernière guerre, pour éliminer, n'est-ce pas, les nazis. Il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, non seulement on a détruit la France pour la reconstruire en aidant les Américains et la finance, pour financer, mais qu'ils ont récupéré des nazis, des ingénieurs, des militaires qui ont été récupérés. Il n'y a pas le procès de Nuremberg, ça a été bon pour une bonne figure, mais il y a eu également d'autres intérêts qui prévalaient. Et on est dans la guerre non conventionnelle. Et dans la guerre du Mossad, je crois que c'est je ne sais plus, c'est dans le nord de l'Europe, il y a eu une victime. Alors là, ils se sont trompés, ils ont tué un innocent.
Ils ont tué vraiment, ils ont assassiné quelqu'un qui n'était pour rien dans les gens qui poursuivaient, mais ils ont fait un travail d'élimination. Mais le travail d'élimination que font les agents du Mossad, de la CIA, puisque la CIA, la NSA qui a été interrogée, le directeur de la NSA a été interrogé il y a quelques années, a considéré que les assassinats de la CIA faisaient partie de la gouvernance mondiale qu'ils devaient mener. Ça fait partie. Et l'un des présidents des États-Unis, je reprends dans un de mes articles, avait interdit ce type d'assassinat ou avait voulu les limiter. Bien. Mais effectivement, aujourd'hui, on en est revenu là. C'est-à-dire que les assassinats ciblés, vous avez les mafias en Italie, on appelle ça les cadavres exquis. Hein, lorsque la mafia élimine des hommes politiques ou des dirigeants ou des opposants, parce que ça gêne leurs intérêts. Et donc, aucun homme politique n'est à l'abri de cela. C'est-à-dire que, dès l'instant, et pourquoi, quand vous travaillez sur les institutions, en fait, pourquoi la démocratie est une aristocratie et les pouvoirs régaliens, l'armée et la justice sont fondamentaux, sont les piliers de la démocratie? Mais tout simplement parce que, quand vous travaillez sur les institutions, vous travaillez sur la peine de mort et l'assassinat. Or, l'assassinat, vous avez effectivement un ouvrage qui a été écrit, et vous avez un des magistrats qui avait combattu avec Badinter pour la suppression de la peine capitale. Ceux qui assistaient à la peine capitale, certains, alors vous avez bien sûr des sadiques, des psychopathes, des gens qui se délectaient ou qui trempaient, comme les femmes à une certaine époque, leur foulard dans le sang, etc. Enfin, vous avez toujours eu des malades mentaux, mais ils en sortaient bouleversés, en train de vomir. Mais quand vous avez les cartels de la drogue, ou dans les banlieues, ou à Marseille, qui assassinent et qui torturent des femmes ou des jeunes, etc., on n'assiste pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le travail sur les institutions, là, je pose la question, c'est à quel moment passe-t-on de la criminalité à la guerre? Dès l'instant où le droit est impuissant à lutter, et M. Darmanin le disait récemment, la justice est impuissante à lutter contre le narcotrafic, nous ne sommes plus dans le domaine du droit, nous sommes dans le domaine de la guerre. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons uniquement, exclusivement, avec bien sûr des personnalités de la société civile qui s'intéressent à ces sujets-là, à ces réformes, essentiellement avec des militaires, des policiers, alors militaires de la gendarmerie, des différents services, à la retraite, alors ceux qui sont en actif, bien entendu, apportent leur contribution, mais d'une façon discrète, hein, et avec des policiers. Et à l'occasion du prix Falcon, effectivement, nous avons établi des relations pour réfléchir aux réformes qui vont s'imposer au cours des 10, 20 ou 30 prochaines années. Mais c'est un travail de 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes un pays vaincu, et quand vous travaillez sur les institutions, vous travaillez sur la suppression de la peine capitale. Qu'y a-t-il, dès l'instant où vous supprimez la peine capitale, qu'y a-t-il de dissuasif? Alors, il y a la confiscation, comme font les Italiens. Le rapport entre la France et l'Italie, il y a 5 fois moins de confiscation en France qu'en Italie. Et vous avez la Convention de Palerme, le protocole de la Convention de Palerme qui a été mise en place par l'ONU après en 2003, je crois. Falcon a été assassiné le 23 mai 1992. Et la Convention de Palerme a défini les critères, je ne vais pas vous en faire la lecture, des organisations criminelles transnationales. Mais dans les organisations criminelles transnationales, vous avez la mafia. Mais toutes les organisations criminelles transnationales ne sont pas des mafias. C'est là l'erreur à ne pas commettre. Dans les organisations criminelles transnationales, vous avez effectivement des cartels, vous avez des États terroristes qui affichent une certaine officialité, non pas démocratique, mais institutionnelle, étatique, souveraineté étatique, mais qui ont également peu ou prou leurs services qui peuvent remplir certaines missions souterraines avec des assassinats, avec des attentats terroristes, d'où les attentats terroristes sous faux drapeau, n'est-ce pas, où on prête des attentats à tel mouvement alors que c'est tel autre qui en a bénéficié.
Ce que faisait la mafia même. Vous avez eu des films comme Le Parrain ou d'autres films. La filmographie américaine est très riche de ce point de vue-là, où on échangeait des assassinats. Et on dit follow the money. Voilà. On échangeait Qui finance, qui commandite, une mafia italienne qui fait assassiner par une mafia juive. Le film sur la mafia juive de je ne sais plus de qui, américaine, montre très bien comment il y a eu une mafia, comme il y a des organisations criminelles en Israël. Une mafia juive, ce sont une certaine criminalité. Quelle est son ancienneté, son antériorité, ses relations avec le Mossad? On n'en sait rien. Mais la CIA, les relations, bon, je ne vais pas évoquer des événements dramatiques qui sont connus, mais les relations, l'opposition entre la DEA et la CIA, par exemple aux États-Unis, sur le trafic de la drogue, sur les cartels, c'est quelque chose de très connu. Bon, en 2008, Costa, qui est travaillé à l'ONU, on sait que les cartels ont renfloué, l'argent de la drogue a renfloué les banques américaines. Mais ce qui ne vous aide pas dans cette lutte contre le narcotrafic, c'est que, par exemple, vous dites qu'en 2015, la Commission européenne a introduit dans le calcul du PIB les profits. Nous avons écrit un article. Absolument. Moi, j'ai écrit 2 articles en 2014 et en 2016 sur l'introduction du trafic de la drogue dans le PIB. Et là, je ne sais pas si j'ai mon article là, mais effectivement... Alors là, il y avait cet article « Quand passe-t-on de la criminalité à la guerre ?» Et là, le code pénal, vous avez... D'ailleurs, vous voyez, la Convention de Palerme, voilà, tiens, excusez-moi, je vais poser une petite lecture. Hein. Dans l'esprit qui animait les rédacteurs du code pénal, la vocation universelle de cette convention définit de façon précise certaines infractions. Article 5. La participation à un groupe criminel organisé. Article 6. Le blanchiment du produit du crime. Article 7. Lutte contre le blanchiment d'argent. Article 8. La corruption active ou passive des agents publics nationaux. Article 23. L'entrave au bon fonctionnement de la justice. Vous avez tout. Comme ça, vous comprenez. Vous voyez ? Il est précisé, pour ce qui concerne ces 4 catégories, il appartient aux États de mettre en place toutes les conditions permettant d'établir la responsabilité des personnes morales, c'est-à-dire des banques et des établissements financiers, en application de l'article 10. En effet, les bénéficiaires des profits de ces activités criminelles figurent en bonne place les banques et les établissements financiers. Tout est dit. Par conséquent, si vous vous attaquez aux petits fretin, vous ne pouvez pas résoudre la question. C'est tout. Vous voyez ? Et donc là, nous en sommes là, donc c'est une guerre qui est perdue. C'est une guerre qui est perdue pour le moment. Combien de temps ? On n'en sait rien. Mais puisque vous évoquiez le PIB, attendez si je retrouve l'article sur le PIB, ce qui était très intéressant dans l'article sur le PIB, à un moment, c'est la citation de François Hollande. Non, je ne l'ai pas là. Oui, alors, effectivement, on n'a pas l'article sur le PIB, mais il y a un extrait qui a été publié par Place d'Armes. Il y a un billet d'humeur qui a été publié dans Place d'Armes et qui est le suivant. Il y a des déclarations qui honorent puis qui déshonorent leurs auteurs. Il faut se rappeler la déclaration de Zemmour sur CNews à la suite de la session d'Alstom. À l'époque de De Gaulle, Macron aurait été démissionné et sans doute le lendemain fusillé. Bon, alors là, je fais une aparté à condition... Avec les événements récents, vous voyez que malheureusement, c'est quand même très grave. Hein. Voyez. Donc ça, c'était ce qui était déclaré par Zemmour. Hein. Quant à François Hollande, rappelons-nous sa déclaration au Bourget le 22 janvier 2012 concernant la finance. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d'argent vertigineuses
de menacer des États. Et là, après, je reprends l'article qui est publié dans Place d'Armes. Sans doute faut-il faire appel au fort sentiment de justice qui inspira à l'œuvre de Victor Hugo lorsqu'il évoque le sort d'un canonnier, lequel avait failli faire sombrer son navire, n'ayant pas bien amarré une lourde pièce d'artillerie, laquelle, roulant d'un bord à l'autre, risquait d'en défoncer la coque. Au risque de sa vie, il arrêta la course du canon. Et pour honorer son courage, le capitaine le décora devant tout l'équipage. Puis, à titre d'exemple, du fait de sa négligence, le fit exécuter également devant tout l'équipage. C'est pourquoi il conviendra dorénavant de rappeler à tous les politiciens que les promesses n'engagent pas seulement ceux qui les reçoivent. Donc, la déclaration qui figure dans cet article, l'article dans le PIB, effectivement, la déclaration de François Hollande répond parfaitement. Et vous avez un ancien directeur de la DGSE, j'ai beaucoup apprécié, Alain Juillet, qui s'est insurgé en disant « Mais comment a-t-on pu introduire dans le calcul du PIB, qui est le calcul des richesses, des véritables richesses, vous voyez ce qui compose le PIB, de l'argent criminel, qui détruit l'économie et qui détruit des vies. Donc vous savez qui gouverne. Justement, vous parlez d'oligopole financier, on sait que Larry Fink, par exemple... BlackRock, oui, voilà, les nouveaux grands seigneurs, finalement. Est-ce que c'est pas, pour ne citer que BlackRock, Vanguard, State Street, etc., tous ces fonds de pension américains qui représentent des milliards de dollars, non, mais alors, qui ont le pouvoir économique supérieur à ceux de certains États? Là, vous faites bien également d'évoquer cette question pour la raison suivante. Premièrement, beaucoup d'hommes politiques disent on ne peut rien faire compte tenu du système. Qualifier le système, c'est un système mafieux. C'est une féodalité mondiale qui empoisonne et affecte surtout les pays occidentaux, je dis toujours, certains pays qui prétendent à la démocratie. Ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Deuxièmement, vous avez une notion qui est apparue depuis quelque temps, la notion d'État profond. Qu'est-ce que l'État profond ? Or, la grille de lecture, elle s'est beaucoup simplifiée avec ce qu'on vient de lire. Aujourd'hui, vous avez tout. Ce que nous venons de dire, là, vous avez tous les ouvrages, la radio, la télévision, les personnes, les Français ne suivent plus parce qu'ils ont compris qu'on passait à côté de la réalité. Vous avez, aujourd'hui, la grille des lectures, quelle est-elle ? Vous avez l'exécutant, vous avez le commanditaire et vous avez l'instigateur. Ce que vous dites aujourd'hui avec BlackRock, vous avez les commanditaires. C'est-à-dire que les exécutants, ce sont les politiciens, les fonctionnaires qu'on achète, qu'on met en place, etc. Par exemple, le trafiquant de drogue dans la banlieue, dans toutes les banlieues, c'est pas un mafieux. Il fait partie du système, il sert le système, mais on l'élimine demain comme on veut. C'est un maillon du système. C'est un maillon du système. Du montant dans I comme I. Voilà, exactement. Les banquiers sont un maillon du système. On leur dit gentiment, tu fais ça, sinon t'es mort. Mais ils ont une arrogance qui est normale. Ils ont une arrogance parce qu'ils savent qui est leur maître. Bien. Donc, les fonds de pension dont vous parlez, Vanguard par exemple, n'est pas capitalisé. Ce sont des familles qui détiennent Vanguard aux États-Unis, mais qui sont dans BlackRock. Et BlackRock, toutes ces puissances financières n'ont pu acquérir cette puissance que grâce à des activités criminelles de tous les jours, du quotidien. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous voyez ? Mais au-dessus, vous avez les instigateurs. Et dans les instigateurs, alors là, vous savez peu ou prou qui vous avez qui. Vous présumez qu'il y a dans les instigateurs. Et ce sont eux qui dirigent. Les instigateurs, vous avez alors là, bien sûr, les grandes banques d'origine, que je ne citerai pas, mais qui sont également polluées par d'autres intérêts financiers, par d'autres familles qui sont venues depuis 100 ans leur dire « Attention, nous existons nous aussi. Et nous avons nos familles, et nous avons nos intérêts. Et vous êtes de chair et de sang.
Lorsque j'entends l'intelligence artificielle, qui est une aberration, qui n'a rien à voir avec l'intelligence, ou le trading de haute fréquence, c'est que derrière ces ordinateurs, vous avez des individus qui sont en chair et en os et qui profitent de ça, mais qui sont connus de ces gens-là et qui doivent obéir. Ils se tiennent. À moins de vivre, et encore aujourd'hui on l'a vu en Ukraine, même si vous vivez à 300 mètres sous terre dans un blocos avec un périscope pour ne pas apparaître à la surface, d'abord vous ne pouvez pas jamais sortir, même avec une garde rapprochée, etc. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, personne n'est à l'abri, personne. Nous sommes en état de légitime défense, et c'est pour ça que je suis pour, Montaigne disait, instruire c'est apprendre à juger, il faut que les futures générations soient à la fois soldats et juges. Juges de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est bien, de ce qui est mal, et soldats, apprendre chacun à son niveau, il ne s'agit pas de tirer, d'apprendre à se battre, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais avoir la volonté de se battre, de se défendre, de défendre sa famille. Chez nous en Corse, pourquoi il y avait la vendetta ? Parce qu'effectivement, les familles, comme il n'y avait pas de justice, vous touchiez à certaines personnes, un jour ou l'autre, vous passiez à portée de fusil. Quand on observe les récentes négociations entre Trump et von der Leyen, où finalement on s'est fait avaler tout cru, on peut dire que Bruxelles est un territoire occupé, enfin en tout cas il n'a pas du tout de marge de manœuvre. Mais Yvan Blot, lisez la note, on ne va pas embêter, mais il faut vraiment que les personnes, et vous pourrez peut-être l'évoquer une autre fois, sur le plan institutionnel, Yvan Blot en 1989, moi j'avais rejoint en 1980 Jean-Baptiste Biaggi sur la réforme de la justice. J'ai travaillé sur le pouvoir judiciaire. En 1989, j'ai rejoint Yvan Blot sur la démocratie directe. N'est-ce pas ? Je suis vice-président d'une association sur la démocratie directe avec d'autres personnes qui dirigent cette association. Et Yvan Blot avait écrit, il y a 20 ou 25 ans, « L'Europe colonisée ». C'est fini. L'Europe est colonisée. C'est un vassal de la finance, pas des Américains. De la finance qui contrôle les États-Unis et l'économie mondiale. Les articles que nous avons évoqués tout à l'heure, l'Europe est colonisée. Les maillons forts des États-Unis, c'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, sur le plan historique, à cause de la langue, et des relations entre la Grande-Bretagne, l'Angleterre et l'Amérique, et l'Allemagne, parce que l'Allemagne était la communauté la plus importante de l'immigration allemande. Trump, je crois, est d'origine allemande. Oui. Bien. Les banques allemandes. Par conséquent, l'Allemagne et l'Angleterre étaient les courroies de transmission en Europe. Et la France était un pays totalement isolé, à cause de sa religion, de l'Ancien Régime, de la Déclaration des droits de l'homme et de la République. Et puis de sa souveraineté, de son savoir-faire, la bombe atomique, de sa place à l'ONU, etc. La France était le pays à détruire. Donc aujourd'hui, c'est un pays conquis. Alors, ça va être... les futures générations vont commencer ou commencent à s'intéresser à cela, et ça va être un travail de plusieurs années. Justement, je voulais que vous rappeliez 3 étapes importantes aux futures générations, ou peu importe les âges de nos auditeurs. Le fameux AMGOT, le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Nous l'avons échappé belle, mais finalement pas tant que ça. Oui. Et après, je voudrais qu'on parle de Bretton Woods rapidement, et qu'on finisse par la loi Pompidou-Rothschild. Est-ce que c'est possible de rappeler ces 3 étapes avec vous ? Mais les 3 étapes sont très simples. Les 3 étapes sont très simples. C'était que, sur le plan AMGOT, c'est institutionnaliser la victoire qui se mettait en place. C'est-à-dire que la conquête de la France par l'AMGOT, l'administration, et c'est De Gaulle qui a réussi, dans des conditions que nous connaissons, et dans l'ami américain, dans la Croix-Rouge, tout ça c'est décrit, n'est-ce pas, a réussi à empêcher cela, à court-circuiter. On ne rentre pas dans les détails, ça serait assez long à expliquer, mais c'est très bien expliqué dans 2-3 ouvrages. Premièrement, De Gaulle a empêché ça. En empêchant cela, il était l'homme à battre, d'où la 68, etc. Bien. Et la montée en puissance de la finance aux États-Unis, parce que le drame des banques, c'est que les personnes qui s'enrichissent au travers des banques, ensuite le cash flow
le ratio coût, ce que l'on appelle les réserves bancaires, ne suffisent pas. D'où on fait marcher la planche à billets, et lorsque la planche à billets ne suffit pas, qu'il faut des liquidités, on blanchit l'argent de la drogue. Donc une dépendance totale de ces établissements financiers, et c'est Costa qui le dit, qui était à l'ONU, où les banques américaines ont été renflouées par de l'argent de la drogue, des centaines de milliards. Bien. Et Bretton Woods, et ce qu'on est en train de faire avec la blockchain, c'est qu'on veut passer la monnaie virtuelle. C'est-à-dire que la monnaie, dès l'instant où, en 1973, la France ne prête plus aux Français, n'est-ce pas? Elle devient dépendante des fonds de pension et de la finance mondiale. Donc c'est du racket. Vous voyez, on ne connaît pas les créanciers. D'ailleurs, l'ouvrage, vous avez 3 ouvrages qu'il faut lire. Vous avez Jean de Maillard, L'arnaque, qui le décrit très bien. Vous avez le rapport censuré de Jean de Maillard. Vous avez L'arnaque du siècle, qui le décrit très très bien de Dupont-Aignan, qui explique tout ça. Tout ce que nous disons là, c'est écrit. Et vous avez un ouvrage absolument remarquable, La Troisième Révolution française, d'Alain Cotta. Et Alain Cotta le dit très bien, une stupéfiante corruption, et Alain Cotta lui dit très très bien, le blanchiment perfuse à travers toutes les professions de l'argent, celles qui ont toujours occupé le fameux haut du pavé. Le poisson, comme on le sait, pourrit par la tête. Les démocraties connaissent la même menace. L'argent de la drogue à coût de 500 milliards de dollars par an. Alors là, ça a multiplié par 10 aujourd'hui. L'ouvrage est très ancien. Auquel il faut ajouter les intérêts des sommes colossales déjà accumulées, estimées sur les 10 dernières années à près de 1000 milliards de dollars, n'a pas encore frappé la tête de nos démocraties, encore que, mais on a déjà mordu le cou comme un vampire, etc. Voilà. Et donc, tel notaire qui n'accepte pas d'effectuer ces transactions, et il le dit très bien, il le dit très bien que la fragilité, ce sont les banques, les hommes politiques qui peuvent être la victime visée par tout ça. C'est dans la Troisième Révolution française. C'est Jean de Maillard, L'arnaque, Le capitalisme criminel, Marie-Christine Dupuis dans un livre qui est publié par le PUF, je crois que vous devez l'avoir quelque part. Marie-Christine Dupuis, voilà, je l'ai retrouvé, regardez. Vous voyez, c'est dans la collection des presses universitaires de France. Stupéfiant, prix, profit. Voilà. Donc vous avez les presses universitaires de France, c'est pas n'importe quelle édition, et vous avez Marie-Christine Dupuis et Gilles Leclerc, commissaire divisionnaire, sur les stupéfiants, les prix et les profits. Alors c'est un ouvrage qui est déjà assez ancien, n'est-ce pas, qui a été réédité. Il date de 1996. Donc vous vous rendez compte que nous sommes 30 ans après. Donc les chiffres que vous avez dans cet ouvrage, vous les multipliez au moins par 5 ou par 10. Voilà. Et tout ça nous amène à forcément d'inévitables convergences d'intérêts. Pas besoin de conspiration ou de complot, même s'ils ont aussi existé dans l'histoire, inévitablement, mais les convergences d'intérêts amènent à ce qu'on a vécu et au transfert de richesses qui sont permis par les guerres, vous détruisez... ou les pandémies, vraies ou fausses. Oui, mais vous avez par exemple, prenons un exemple aujourd'hui avec le narcotrafic, la loi, qui, on ne va pas critiquer, on n'est pas là, mais qui arrive avec 30 ans de retard, et vous avez vu la Convention de Palerme, les véritables sujets auxquels il faut s'attaquer et prendre en considération. Mais effectivement, vous avez eu un professeur d'économie à Lyon, le professeur Jacques Bichot, vous l'avez dans vos articles. Le coût de la criminalité en France en 2010, direct et indirect, les assassinats, les vols, les cambriolages, etc., était de plus de 150 milliards par an. Aujourd'hui, avec les chiffres de Xavier Refer, qui a actualisé les chiffres du ministère de l'Intérieur, parce qu'on ne dit pas tout dans les statistiques, on dépasse les 250 milliards par an. Vous avez le rapport Prats sur la fraude sociale. Plus de 100 milliards par an. Donc lorsque vous entendez aujourd'hui, je crois, moi je ne suis plus du tout à la radio ni à la télévision, je ne regarde plus les informations, mais j'ai entendu effectivement l'autre jour en cherchant un film, je crois qu'il y a une discussion sur le budget, sur 40 milliards, etc. Mais on n'est pas du tout dans les limites de l'épure.
voyez, l'argent, il existe. C'est-à-dire que si on n'avait pas détruit toute cette économie, ces élevages, vous savez qu'on a détruit 3/4 de l'élevage et de l'agriculture française. Donc on avait une totale possibilité de se nourrir avec des produits de qualité. Oui, mais écoutez, on évoquait l'agriculture, je veux dire que la destruction des grandes entreprises et des moyennes entreprises, surtout, compte tenu des charges de la fiscalité, ça pourrait être toute une émission consacrée à la possibilité de réindustrialisation. Et là, la réindustrialisation de la France passera par des réformes fiscales, juridiques, la transparence, la possibilité pour l'État français de prêter, la Banque de France prêter à l'État français, et effectivement, la théorie de la dette odieuse, on n'en a pas parlé, puisque j'évoquais Mirabeau tout à fait au début, la dette, savoir qui sont les créanciers, ce qu'il faut rembourser, pas rembourser, etc. Donc tout cela, il va y avoir une nouvelle classe politique au cours des prochaines années qui va s'emparer des sujets qu'on vient d'évoquer et qui va proposer des réformes pour justement essayer de rétablir, de retrouver une souveraineté de la France et surtout de protéger la France et les Français. L'idée de la dette odieuse, c'est un peuple n'a pas à rembourser une dette dont il bien n'est sûr. pas responsable et coupable. Alors, donc, qui n'a pas voté pour, qui n'a pas bénéficié aux investissements, dont il ne connaît pas les créanciers. L'article 50, ça n'a pas été signé à l'époque, je crois, par la France. Il y a eu une convention, c'est à propos du Mexique, je crois. La théorie de la dette odieuse a été développée. Moi, j'ai écrit un article sur la dette odieuse. Et par conséquent, vous avez Jacques Cheminade également qui a écrit un article sur la dette odieuse. D'ailleurs, ça lui a valu des représailles et sa carrière en a souffert. Parce que justement, il est de ceux, Jacques Cheminade, qui avaient parfaitement compris le rôle néfaste de la finance au XXe siècle, n'est-ce pas? Et nous sommes sortis, l'article de la déclaration de Hollande, c'est pas moi. En lisant la déclaration de l'ancien président François Hollande, vous avez un résumé parfait. Donc aujourd'hui, les institutions prioritaires et régaliennes sont effectivement la justice et la démocratie, n'est-ce pas? La justice, le rapprochement armée-justice, comme ça se fait dans certains pays, c'est-à-dire que l'armée et la justice doivent travailler de concert pour une certaine forme de criminalité et de guerre, n'est-ce pas? Et le pouvoir doit être sous le contrôle des citoyens. Et la démocratie directe, alors là c'est une évidence, il faut qu'il y ait une démocratie directe, c'est-à-dire que les Français, que vous puissiez, vous, proposer des lois, lesquelles, avant d'être soumises à la votation, donnent lieu à une discussion, on pourra en parler une autre fois, pendant des mois et des semaines, avant de savoir si la loi mérite ou pas d'être soumise à la votation. Est-ce qu'il ne faudra pas des temps vraiment durs pour voir revenir des hommes forts et non pas des hommes faibles et se débarrasser des traîtres et retrouver une classe politique courageuse et indépendante? Ce sera dans les futures générations. Là, aujourd'hui, je dirais que ceux qui sont en place et qui ont bénéficié du système ont intérêt à le protéger. Et donc, ils sont tenus, c'est fini. Il y a une forme de médiocrité. Je veux dire que dans l'histoire, le tribunal de l'histoire retiendra la période, je dirais, la période de l'après-guerre 1950-1925 ou 1900, s'il y a encore quelques années, ça sera une période, il y aura 100 ans de déclin de la grande civilisation occidentale et de la destruction de la France. Mais après, que va-t-il se passer compte tenu des pays émergents qui, eux, sont déjà pris conscience de cela et qui n'entendent pas être soumis à cet esclavage? C'est de là également que peut venir il y a une certaine ressource, il y a de jeunes générations qui émergent de ces pays-là, voyez. Et en Occident, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, même en Angleterre, vous pouvez avoir des nouvelles générations qui, ayant pris conscience de cela, vont travailler pour ces réformes. Espoir. Voilà, c'est donner une direction, tendre vers. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.